Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue dans le contenu de cette 12e séance dans laquelle nous allons exposer toujours la suite du troisième axe principal, c'est-à-dire les négociations commerciales multilatérales du GATT. Donc, dans cette séance, nous allons commencer les éléments relatifs donc au dernier cycle de négociations commerciales multilatérales de l'histoire donc du GATT, c'est-à-dire le cycle de l'Uruguay, dans laquelle nous allons nous intéresser au premier élément, c'est-à-dire le contexte général des négociations, c'est-à-dire سياق العام الذي تمت فيه المفاوضات المتعددة الأطراف خلال هذه المرحلة ديال نهاية الثمانينات. Donc nous allons nous intéresser donc dans ce contexte général au premier, normalement il contient deux éléments, le groupe ou les groupes de négociation sur les marchandises et les groupes de négociation sur les services, deux axes importants de négociation. Nous, dans cette séance, nous allons nous intéresser au premier élément, c'est-à-dire le groupe de négociation sur les marchandises, c'est-à-dire la suite et les nouveautés qui seront discutées au sein du cycle de l'Uruguay par les parties contractantes. Donc, comme vous pouvez le constater de la période, donc le cycle de l'Uruguay normalement est prévu à ce qu'il concerne la période de 1986 jusqu'à 1990, c'est-à-dire une période de négociation de 4 ans. Donc vous l'avez constaté, les responsables du GATT savent que le cycle va prendre du temps, donc ils ont fixé une période de 4 ans pour les négociations relatives donc à ce cycle, de 86 jusqu'à 90. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a en quelque sorte un certain nombre de produits et de secteurs qui n'ont jamais fait l'objet de discussions au sein du GATT. Donc ils savent qu'il va y avoir des discussions longues, laborieuses, complexes, beaucoup de confrontations. Donc ils ont pris le temps nécessaire de 4 ans. Mais nous allons le constater au fur et à mesure que les conférences avancent. Même ce temps de 4 ans ne sera pas suffisant pour boucler et terminer les négociations de l'Uruguay. Ils ont débordé jusqu'à la fin de 1994, lorsque l'Uruguay Round a pris fin avec la réunion de Marrakech en 1994. Donc selon plusieurs spécialistes, le cycle de négociation de l'Uruguay est le plus ambitieux de l'histoire du GATT et c'est le cycle qui a rencontré le plus de difficultés. Pourquoi c'est un cycle ambitieux? Parce que les décideurs ou les négociateurs dans le cycle de Tokyo, ils ont pris la décision à ce que le cycle à venir, c'est-à-dire le cycle actuel du GATT, doit résoudre tous les problèmes qui ont resté en suspension. خدوا على عاتقهم في نهاية مفاوضات جولة طوكيو حل ومناقشة والتفاوض بشأن كل المشاكل العالقة والتي ما زالت تعوق أو تعيق عفوا تطور التجارة الدولية أو المبادلات التجارية الدولية. Donc c'est pour cela les spécialistes savent que c'est un cycle ambitieux parce qu'il doit résoudre le problème des produits qui sont restés en suspension, le textile et les produits agricoles, et il doit négocier pour la première fois
commerce international des services, Tijara Doulia lil Khadamat. Donc c'est normal à ce qu'il y ait beaucoup de difficultés, c'est normal à ce qu'il prend beaucoup de temps. Donc le cycle de l'Uruguay est ouvert en 1986, il devait s'achever en 1990, mais les négociations n'ont abouti qu'en 15 décembre 1993. Donc il a débordé, comme je l'ai expliqué au début de cette séance. La ratification des résultats de ces négociations est un processus complexe. Pourquoi il est complexe? Nous allons le comprendre enfin dans la dernière séance relative donc au Uruguay, parce que beaucoup de pays ont signé les accords issus de l'Uruguay, mais ils ne les ont pas ratifiés, ce que j'ai expliqué dans la séance dernière. Ils sont d'accord sur le contenu, mais ils ne peuvent pas appliquer ce contenu, donc on donne du temps aux pays qui ont souhaité un temps particulier pour qu'ils se préparent à l'application d'un des accords issus du bilan définitif de l'Uruguay Round. 120 nations sont signataires de l'accord de Marrakech du 15 avril 1994, c'est-à-dire l'accord de Marrakech, c'est l'accord dans lequel on a signé l'ensemble des accords issus de l'Uruguay Round. Et bien sûr, cette réunion de Marrakech va aussi mettre un terme à l'existence de l'institution du GATT, et il va y avoir au début de l'année suivante, au début de 1995, la naissance de la nouvelle institution qui va gérer le commerce international, qui est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc le 13 décembre 1995, à la fin de sa première année d'existence, l'OMC comptait 112 membres et 40 observateurs. Quand on parle des membres, donc vous l'avez constaté, dans le GATT, on parlait des parties contractantes, l'Atraf al-Muta'aqida, et dans l'OMC, on va parler des membres, A'da, le monde d'Amal Alamiya, les Tejara. Mais il va y avoir à côté de ces membres des observateurs, Mulahidin. Donc quand vous êtes observateur, vous n'avez pas la qualité de membre, donc, mais vous êtes quand même présent au sein de l'institution ou de la nouvelle institution. Plusieurs facteurs étaient à l'origine de la complexité et de la longévité des négociations de ce cycle. Pourquoi on n'a pas terminé en 1990? On a débordé jusqu'en 1993-94. Pourquoi? À cause d'un certain nombre de facteurs. D'abord, la situation de l'économie mondiale, je ne veux pas y revenir. On a dit le cycle de l'Uruguay a commencé en 1986. Et on a parlé, lorsque nous avons exposé les phases principales de mondialisation, que les années 80, c'est la phase de la globalisation économique. Et cette globalisation économique a vu le retour de ce que certains appellent les néo-protectionnistes, avec le retour du néo-protectionnisme, l'adoption des politiques protectionnistes à cause d'un certain nombre de problèmes. Du coup, cette situation, il a quand même quelque chose à se rapprocher en ce qui concerne cette longévité des négociations du cycle de l'Uruguay. Deuxième facteur explicatif, les oppositions entre les grandes puissances mondiales, la continuité entre l'opposition entre les États-Unis et la CE, mais aussi l'arrivée du Japon, mais aussi les oppositions avec différents types de pays à propos d'un certain nombre de dossiers, comme c'est le cas du dossier agricole dans lequel nous allons voir l'existence de plusieurs situations qui sont très divergentes et qui ne facilitent pas les négociations.
Troisième facteur, la volonté de résoudre la question de la non-universalité du GATT. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire la non-universalité du GATT? C'est-à-dire que le GATT n'est pas universel. Et dans ce cycle, on veut que le GATT soit universel. C'est-à-dire quoi? On veut que le GATT gère, chapeaute, encadre l'ensemble des biens et services qui passent dans le commerce international. Donc ça, l'agriculture, les services et le textile doivent être eux aussi sous les règles ou soumises ces secteurs, donc soumis aux règles du GATT, donc rendre le GATT universel. Le quatrième facteur, la nécessité de réglementer les nouvelles formes du protectionnisme des années 80. Je viens de le dire il y a quelques instants, et nous l'avons souligné à la fin de la séance dernière, les négociations dans le Tokyo Round ont donné, sont engagés à ce que le cycle à venir gère et résout aussi cette question du protectionnisme, mais c'est-à-dire les nouvelles formes du protectionnisme, c'est ce que nous avons appelé les mesures non tarifaires. Donc, dans le contexte général de ces négociations, donc durant les années 80, les États-Unis souffraient d'un déficit permanent de sa balance commerciale. Donc, on constate que les années 60, dans les années 60, les États-Unis, donc les USA, étaient premier groupe au pays exportateur. Dans les années 70, il a perdu la première place, il a occupé la deuxième place comme deuxième pays exportateur dans le monde. Les années 80, c'est déficit de la balance commerciale des États-Unis d'Amérique. إذن تنلاحظوا واحد التقهقر تاع الولايات المتحدة الأمريكية في هاد 30 سنة. Donc, les États-Unis souffraient d'un déficit permanent de sa balance commerciale. عندها عجز في التجارة الدولية. لماذا؟ نظرا لوصول أولا الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية، ثم وصول منافسين جدد. Tout cela a fait que les États-Unis étaient perdantes sur le plan commercial, alors que le Japon et l'Allemagne étaient fortement excédentaires. L'apparition des nouveaux pays industrialisés, les NPI, les nouveaux pays industrialisés, الدول ديال جنوب شرق آسيا المسمات الدول الصناعية الجديدة, vont aussi avoir une place importante. Grâce à quoi? Grâce à ce que j'ai signalé dans la séance dernière, le fait qu'ils ont adopté et copié le modèle japonais en réussite à leur proximité. إذا شافوا تطور ديال الاقتصاد الياباني، شافوا الإمكانيات والوسائل اللي اعتمد، et ils ont fait la même chose dans leurs pays respectifs, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit Hong Kong, que ce soit Singapour, que ce soit Taïwan. Donc, l'apparition de ces nouveaux pays ont aussi contribué à une concurrence importante dans le commerce international par rapport aux anciens pays industrialisés, الدول الصناعية القديمة. En 1989, le déficit de la balance commerciale des États-Unis d'Amérique était de 115 milliards de dollars. 115 milliards de dollars. Imputable au commerce avec le Japon de 53 milliards, puis avec les nouveaux pays industrialisés de 31 milliards. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que les États-Unis y a perdu près
de 84 milliards, rien qu'avec le Japon et les pays du sud-est asiatique. Cela montre quoi? Cela montre d'une part la puissance, la vivacité, la concurrence de ces pays et de leurs entreprises par rapport aux entreprises américaines. C'est un pôle, c'est la naissance d'un pôle asiatique qui va jouer un rôle majeur avec les deux autres pôles du commerce international. Avant, il y a eu uniquement cette confrontation avec la communauté économique européenne, l'Europe, et les États-Unis d'Amérique. Donc les changements qui ont eu lieu durant la décennie des années 60, 70 et les années 80 ont donné un nouveau pôle asiatique cette fois-ci, représenté par le Japon et le nouveau pays industrialisé. Du coup, on a trois pôles au niveau du commerce mondial, donc des concurrences qui n'est plus entre deux pôles, mais tripôles. Cela révèle une mutation du système commercial mondial, passage d'une homogénéité relative à une situation de morcellement. L'apparition de nouveaux acteurs, l'apparition de nouvelles puissances, l'apparition de nouveaux concurrents par rapport aux anciens concurrents représentés par les grandes puissances à l'époque, notamment les États-Unis, la CE et certains autres pays industrialisés. Qu'est-ce que cette situation a donné comme résultat? Donc les résultats sont d'abord des oppositions entre les pays développés et les pays en voie de développement, parce que nous avons souligné qu'il y a de plus en plus de pays sous-développés qui ont accédé au GATT. Donc on va avoir cette première confrontation entre les PED et les pays développés. C'est normal parce que chacun va essayer de défendre sa part du commerce international pour qu'il puisse développer son économie nationale. Et une deuxième opposition à l'intérieur des pays en voie de développement entre les pays qui sont restés sous-développés et les nouveaux pays industrialisés. Pourquoi? Parce que ces nouveaux pays industrialisés étaient à une date récente, dans les années 50 et les années 60, étaient des pays sous-développés. Donc, ils ont pu développer leur situation et ils sont devenus des pays en voie de développement à part entière. En plus de liens avec les pays développés qu'avec les pays en voie de développement. Quand on prend la Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, par exemple, au Singapour, c'est des pays qui étaient sous-développés et qui sont devenus des pays développés en copiant le modèle japonais. Donc ils vont avoir des relations beaucoup plus concrètes avec les pays développés qu'avec les pays en voie de développement. Des intérêts contradictoires des parties contractantes. Bien sûr, on discute de tout, on va discuter de tout, on va discuter des produits classiques, des produits industriels classiques, on va discuter de produits industriels nouveaux, on va parler tout à l'heure ou après des ADPIC par exemple, on va parler des pays, des nouveaux pays, des produits industriels comme le textile, on va parler des nouveaux produits rarement discutés dans le GATT comme les produits agricoles avec leur complexité, et on va parler des produits du service qui n'ont jamais été ou fait l'objet de négociations ou de discussions. Cette diversité de produits va nous donner une diversité
d'intérêt. Il y a des pays qui sont plus agricoles qu'industriels, d'autres qui sont plus industriels qu'agricoles, d'autres qui donnent plus d'importance aux produits et services. Du coup, les pays qui se sont trouvés au sein donc, des négociations, ils ont des intérêts contradictoires. Donc le programme définitif adopté par le comité préparatoire en juillet 86 est composé de 2 parties consacrées au commerce des marchandises et au commerce des services. Donc, les experts et les membres du comité préparatoire, les jeunes, les Katsar Ala, les jeunes اللي كتصل على اللي كتعمل من اجل اخراج الجوله الجديده من المفاوضات الجوله الاخيره ils vont se mettre d'accord, ces comités vont se mettre d'accord à ce que les négociations vont concerner 2 axes principaux lors des négociations. Un axe sur les négociations des produits concernés au commerce des produits ou commerce des marchandises et un groupe de négociation ou un axe sur les négociations, un groupe de négociation sur les services. Quand on parle des services, c'est toute une liste, tout ce qui rentre, toute la liste des produits, des services ou qualifiés de services. Pourquoi cette séparation en 2 grands axes donc de groupes de négociation? Parce qu'on ne peut pas discuter et négocier d'un produit X, la tomate, ou ce feutre, ou cet ordinateur, ou cette caméra. On ne peut pas discuter d'un bien, d'un produit de marchandise, comme on discute sur un service. خدمة. نتحدث عن قطاع الخدمات، خدمة, un service. Donc pour faciliter les négociations, ce groupe, cette commission qui a préparé en juillet 86, qui prépare les négociations de l'Uruguay, donc ses membres sont mis d'accord sur 2 axes, les négociations sur les produits, marchandises, et les négociations sur les services. Donc le premier groupe, les groupes de négociation sur les marchandises. Donc quand on dit marchandises, on dit les biens classiquement discutés dans le GATT, les produits industriels, et les biens nouveaux, المواد الجديدة. Les produits agricoles, c'est quand même nouveau, même s'ils sont discutés rarement. Le textile, c'est nouveau. Les ZPIC, c'est nouveau. Donc, les objectifs des négociations de ces groupes, ils sont clairs, c'est les éliminations des mesures prises en violation de l'accord général et ne pas aggraver la situation des protections. Ça, c'est l'objectif des groupes de négociation sur les produits. On a parlé tout à l'heure du retour du protectionnisme dans les années 80, qualifié de néo-protectionnisme. الحمائية الجديدة اللي رجعت في الثمانينات بعد مشكل ديال الأزمة ديال السبعينات ديال 73 وبعد الوصول للموجة الثالثة ديال العولمة اللي هي la globalisation économique. Idem, il faut un objectif pour les négociateurs, éliminer les mesures prises en violation de l'accord général. Tout ce qui viole, tout comportement qui viole
l'accord de Genève doit être éliminé. 1. 2. Ne pas aggraver les protections existantes. Donc, le mumarasat al-himaïya, on va essayer de les freiner. Donc, la liste des thèmes abordés durant l'Uruguay Round par les groupes de négociation comprend les droits de douane, les mesures non tarifaires, les produits provenant des ressources naturelles, le textile et vêtements, l'agriculture, les produits tropicaux, l'examen de l'accord ou des articles de l'accord général, les Muraja'at Bunud Ittifaqiyat Genève, l'accord et arrangements issus de Tokyo Round, les sauvegardes, les subventions, les mesures compensatoires, les aspects de droit de propriété intellectuelle touchant au commerce, y compris le commerce de marchandises de la contrefaçon. J'ai parlé tout à l'heure, les ADPIC, c'est ça, les aspects de droit. Donc, les ADPIC, les aspects de droit de propriété intellectuelle touchant au commerce. Pourquoi la discussion? Dans toute la liste que j'ai dit, elle est claire, parce qu'on l'a discuté à maintes reprises. Mais pour les ADPIC, c'est un dossier nouveau. Pourquoi? Parce qu'il concerne la discussion de certains produits qui sont venus de la contrefaçon ou l'imitation. إذن هذوك الناس ولا الشركات ولا الفاعلين اللي تيخدموا في la contrefaçon, les faux produits. Donc pour que ces produits rentrent dans le commerce international, il faut que les producteurs justifient en présentant des choses qui montrent l'existence de bara'at al-ikhtira'. Donc les ADPIC, les aspects مظاهر الحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بمواد متهمة بأنها ديال la contrefaçon, ديال l'imitation. Puis les mesures concernant les investissements liés au commerce, ce qui s'appelle également les TRIM. Donc les TRIM c'est quoi? C'est en anglais. Donc c'est Trade Related Investment Measures. C'est les mesures concernant les investissements liés donc au commerce au niveau international. Le règlement de différend, c'est aussi un des dossiers à traiter. Puis le fonctionnement du système donc du GATT. Donc on constate la liste prévue pour la discussion, rien que dans les produits ou dans le commerce ou par les groupes de négociation de marchandises, il est très longue. Donc quand on dit très longue, avec 99 voire plus membres de négociation aux parties contractantes, donc la longueur des négociations, les confrontations, les intérêts contradictoires, tout ce qu'on peut imaginer au niveau des négociations. Donc les sujets qui font l'objet de négociations sont nombreux. Les sujets traditionnels, comme l'agriculture, comme le textile, comme les vêtements, et d'autres sujets, d'autres produits nouveaux, comme les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, et comme les investissements liés au commerce. Donc en matière de sujets traditionnels, les objectifs des négociateurs, une nouvelle diminution généralisée des droits de douane, parce qu'on va aller vers la libéralisation des échanges, et pourquoi pas vers le libre-échange, tabadul hor, l'arrêt des restrictions aux échanges du colon des AMF. Donc là, on a dit que le textile Qita' al-Nasij est géré avec les AMF, les accords multifibres. Donc dans ce cycle, on doit éliminer les AMF et soumettre le secteur de textile donc aux accords du GATT.
L'intégration du commerce des produits agricoles dans les règles du GATT, dans les règles générales du GATT. Donc, le dossier agricole, c'est un dossier complexe. Il a été discuté dans le cycle dernier de Tokyo, mais les décisions sont très timides. Mais là, il doit subir les règles du GATT, comme tous les autres produits qui transitent dans le commerce international. Parmi les nouveaux thèmes abordés, celui donc des TRIM et la question de la propriété intellectuelle. Donc, les pays développés pour se protéger donc des pays en voie de développement. Donc, il exige l'existence donc des brevets d'invention, bara'at al-ikhtira', pour que leurs produits puissent circuler et intégrer le commerce international. Cette dernière est réellement protégée, la propriété intellectuelle, elle est réellement protégée des imitations et des contrefaçons grâce aux brevets dans les pays développés, alors que ce n'est pas le cas dans les pays en voie de développement. Donc, الدول المتقدمة غالبا ما تتلجأ إلى حماية المنتوجات ديالها بإصدار براءة الاختراع عالميا. Donc, un bureau international qui est responsable, parce que la protection par un brevet, il peut concerner un territoire. Par exemple, une entreprise marocaine qui enregistre son brevet au niveau donc du bureau marocain, donc il protège au niveau du Maroc. Mais il y a des entreprises internationales qui protègent leurs produits à l'international, donc au bureau international de la protection de la propriété intellectuelle. Donc ça leur permet d'avoir des droits, de protéger leurs produits et de se protéger de toute concurrence illégale au niveau du marché international. Quelle est la conséquence, ou quelles sont les conséquences de cette situation? Donc d'importantes pertes pour les pays développés en matière d'exportation à cause des imitations des produits des PED. Donc une fois les pays développés sont mis d'accord pour imposer des brevets pour les pays en voie de développement, donc ce sont les pays en voie de développement qui vont subir les pertes au niveau de leurs produits qui ne sont pas protégés par ces brevets internationaux. Une importante concurrence déloyale des produits de luxe piratés exportés vers les pays développés. Donc, malgré ces protections, les pays ou les entreprises qui travaillent avec l'imitation, les contrefaçons, leurs produits arrivent quand même de façon illégale sur les territoires d'autres pays. Donc ça crée une concurrence qui est une concurrence déloyale. C'est pour cette raison que les États-Unis ont fait de la protection des droits de la propriété intellectuelle un élément important de leur loi commerciale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le commerce international, un produit qui ne dispose pas de ces droits de propriété intellectuelle ne peut pas accéder donc au territoire américain. Donc c'est une sorte de protection donc des produits américains, donc de cette concurrence étrangère. Donc on s'arrête sur ce point. Merci de votre attention et à la séance prochaine.